Hello les électrobricoleurs. J'ai personnellement plusieurs machines de marque Makita qui fonctionnent bien, mais les batteries commencent à faiblir. Ces batteries ne sont pas de dernière génération, elles sont de type nickel-cadmium ou nickel-métal hydrure, NiMH. Je souhaite faire un rétrofit de ces batteries en remplaçant les anciennes cellules par du lithium-ion. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer étape par étape la marche à suivre pour remplacer ces éléments. On va aborder les sujets suivants: vérification des caractéristiques de l'ancienne batterie, définition des caractéristiques de la nouvelle, type de montage de cellules, série, parallèle, raccordement et rôle du BMS, démontage de l'ancienne batterie, assemblage de la nouvelle, test de la nouvelle batterie et dernier point, principe et type de chargeur à utiliser. Le sujet de la vidéo est principalement dédié au remplacement des cellules de batterie de machines portatives. Mais le principe et la marche à suivre peuvent s'appliquer à tout type de batterie, exemple batterie de vélo, de trottinette, etc. Donc là on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti, on y va. Quels sont les éléments importants à connaître pour remplacer les cellules d'une batterie quelconque par des cellules lithium-ion? Premièrement, c'est la tension nominale de la batterie. Deuxièmement, c'est la capacité en courant de cette batterie. En général, on trouve ces informations directement sur le corps de la batterie, comme ici. On voit que la capacité en courant est de 2,5 Ah ou 2500 mAh. La tension nominale est de 14,4 volts. Il reste une troisième caractéristique à connaître et qui est très importante, c'est le courant maximum que doit fournir la batterie à pleine charge. Alors là, il y a deux moyens de connaître ce courant. Le moyen le plus facile, c'est de trouver sur la plaque signalétique de la machine la puissance. Et dans ce cas, on peut calculer facilement le courant à pleine charge en appliquant la formule P égale U fois I, où I est égal à P sur U. P étant la puissance de la machine, U étant la tension nominale en sortie de batterie, et I étant le courant absorbé par la machine. Dans le cas où l'information de puissance n'est pas disponible, c'est d'ailleurs mon cas, il est absolument nécessaire de mesurer ce courant pour définir les nouvelles cellules à mettre en place. C'est ce qu'on va faire dans la prochaine étape. C'est parti, on y va. Pour définir le courant de pointe que doit fournir la batterie à pleine charge, j'ai démonté une batterie HS. J'ai récupéré la partie haute, comme on le voit ici. J'ai aussi récupéré le connecteur interne sur lequel j'ai soudé deux fils et en y rajoutant deux fiches bananes au bout. Donc je remets en place, ça c'était juste pour une démo, pour vous montrer. Je remets en place le connecteur comme il est d'habitude sur la batterie et je vais brancher l'ensemble sur une batterie en bon état de marche. Le câblage du test est terminé. Donc on retrouve la perceuse, la batterie qui marche bien, un appareil de mesure et un champ de mesure de courant. Donc pour résumer, le courant sort de la borne plus de la batterie, passe dans la machine, revient de la machine, passe à travers le shunt et revient à la borne moins à travers ce fil vert. L'appareil de mesure que vous voyez là indique directement le courant qui passe dans le shunt. Donc si j'appuie sur le bouton marche, on voit que le courant monte et là on est à vide, on a à peu près 5 ampères. Donc le prochain test, c'est un test en charge pour voir quel est le courant maximum que doit fournir la batterie.
Pour le test en charge, on va essayer de visser cette vis de 5 par 60 dans ce morceau de bois et on va regarder à quel courant monte l'ampèremètre. On y va. C'est parti. Donc on avait pratiquement 16 ampères. En résumé, les caractéristiques de la batterie testée sont les suivantes. Sa tension nominale est de 14,4 volts. Sa capacité en courant est de 2,6 Ah ou 2600 mA. Le courant maximum fourni par le test est de 15 à 16 ampères. Ce qu'il faut retenir de façon plus générale, c'est que pour définir une batterie, il faut au minimum connaître ces trois grandeurs. Ne vous fiez pas aux annonces commerciales, faites-vous une idée en examinant les caractéristiques électriques des cellules. À partir de ce constat, mon choix s'est porté sur des cellules lithium-ion, de type VTC6, qui font environ 3000 mA, et dont voici les caractéristiques. Alors, ci-joint les spécifications officielles de la cellule. Donc, sa capacité typique est de 3120 mA. Sa capacité minimum est de 3000 mA, voire légèrement moins, on verra ça plus tard. Sa tension nominale est de 3,6 volts. La tension de fin de décharge est de 2,5 volts, voire un peu plus. La tension de fin de charge, c'est-à-dire complètement chargée, est de 4,2 volts, plus ou moins 0,05 volts. Cette tension est très importante. Si on la dépasse, ça peut détruire la cellule. Et la fin de décharge, c'est-à-dire vraiment la tension minimum de décharge est de 2 volts, c'est pareil. Si on descend en dessous de cette valeur, la batterie ou la cellule peut être irrémédiablement détruite. Dernière chose, le courant maximum de décharge est de 5C ou 10C, c'est-à-dire 15 ou 30 ampères. C étant la capacité de la cellule qui fait 3000 mA, donc 5C c'est égal à 3000 fois 5, c'est-à-dire 15 000 mA ou 15 ampères. Alors c'est ce courant que j'ai retenu pour définir ma batterie pour la perceuse. Je me suis basé sur cette courbe de décharge pour confirmer mon choix de cellule. En ordonnée, on a la tension de la cellule ainsi que la température de celle-ci. En abscisse, on a la capacité en courant de la cellule. Qu'est-ce que nous montre cette courbe? C'est-à-dire, si je décharge avec un courant de 15 ampères la cellule en continu, j'atteins le seuil de 2,8 volts en environ 11 minutes. Alors, comment je définis ces 11 minutes? C'est une simple règle de 3. 3600 secondes multiplié par 2,8 ampères divisé par 15, ça fait 672 secondes, soit environ 11,2 minutes. La courbe grise nous montre la température de la cellule en fonction de la décharge du courant. On peut constater que la température monte relativement rapidement. Gardez bien ces chiffres en tête, on y reviendra un peu plus tard. En résumé, voilà les caractéristiques d'une cellule qu'on va retenir. Sa tension minimum est de 2,8 volts. Sa tension nominale est de 3,6 volts. Sa tension maximum est de 4,2 volts. Et on va retenir une capacité en courant de 2800 mA. À partir des caractéristiques définies préalablement sur une cellule, on peut commencer à assembler la nouvelle batterie. Pour obtenir les 14,4 volts, il faut tenir compte de la tension nominale de la cellule, c'est-à-dire 3,6 volts, et mettre en série le nombre de cellules correspondant à la tension souhaitée. Pour ma part, ce sera
4 cellules en série. Ce montage est appelé 4S, 4 cellules en série. Pour information et à retenir, dans une association série de cellules, la tension s'ajoute, comme on le voit sur le schéma. Le courant est commun à toutes les cellules, donc la batterie assemblée comme sur le schéma aura une capacité en courant de 2800 mAh ou 2,8 A et une tension nominale de 14,4 volts. Sa tension maximum en fin de charge sera de 16,8 volts et la tension minimum en fin de décharge sera de 11,2 volts. Pour rester du côté safe, il faudrait augmenter la capacité en courant de la batterie. Rappelez-vous, le test nous a montré qu'il fallait 15 à 16 ampères en pleine charge. Une branche seule de 4 éléments en série peut juste en fournir 15 au maximum, sans trop chauffer. Pour augmenter la capacité de la batterie, il faudrait rajouter une deuxième branche de 4 cellules sur la première, comme indiqué sur le schéma ci-contre. Dans ce cas, la tension resterait à 14,4 volts, mais sa capacité en courant passerait de 2800 à 5600 mA. Et le courant maximum pourrait passer pratiquement à 30 ampères sans trop chauffer. Ce montage est appelé 4S2P, c'est-à-dire 4 éléments en série, 2 branches en parallèle. Pour info, dans une association en parallèle de cellules, la tension est commune, les courants ou capacités en courant s'ajoutent. Petite règle importante avant d'associer des cellules lithium-ion. Il faut toujours vérifier la tension de charge de chaque cellule, qu'elle soit neuve ou d'occasion. Donc c'est ce que je fais. La première, elle a 3,83 volts, la deuxième 3,86 volts, la troisième 3,85 volts et la quatrième 3,85 volts aussi. Donc ces 4 éléments, on pourrait les associer sans trop de problèmes puisque leurs tensions sont pratiquement identiques. Mais ma mise en garde concerne des batteries qui ont des tensions très différentes. Si jamais vous associez une batterie qui par exemple est chargée à 4,2 volts pleine charge et une deuxième batterie qui est déchargée, la première va induire un courant dans la seconde qui est très important. Ce courant est limité que par la résistance interne de la batterie et la résistance des fils. Donc ça peut être un courant très important. Ce qui a pour effet de faire exploser ou de détruire la batterie la moins chargée. Donc avant de réaliser une association de cellules lithium-ion, il faut toujours vérifier la tension de charge de chaque cellule, surtout en cas de raccordement en parallèle. Je recommande, afin de ne pas faire de fausses manipulations, de charger chaque cellule individuellement avant le montage de la batterie. Donc voilà, comme je le recommande, avant d'assembler les batteries, je les mets en charge. Voilà, l'ensemble des batteries est pratiquement chargé. On voit que la première et la deuxième sont full, c'est-à-dire chargées à pleine charge. On leur a mis en gros 1000 mA. Comme je vous ai dit auparavant, comme la batterie n'était pas vide, il leur a suffi de 1000 mA sur les 3000 pour être chargé. On voit ici que la tension maximum est atteinte, 4,2 volts, c'est assez précis sur chaque élément. On a mis en gros 2h30 pour les charger à courant assez faible, c'est-à-dire 0,5 ampères. On peut aller plus vite, on peut aller jusqu'à 3 ampères, donc ça irait 6 fois plus vite. Mais comme elles sont neuves, j'y vais doucement. Une dernière chose, le chargeur indique aussi la résistance interne de la batterie, qui est indiquée en milliohms. Donc là, on est prêt pour faire le montage final. Les batteries seront chargées. Donc après la théorie, un peu de pratique,
Il faut démonter cette batterie, donc il n'y a pas de vis, donc c'est collé ou assemblé par collage ou sertissage, donc c'est assez difficile à démonter. Donc je vais entailler ici chaque coin. Je vais faire la même chose avec une Dremel et un disque assez fin. Puis après on va essayer de chauffer au sèche-cheveux pour ramollir un peu le plastique pour pouvoir le démonter. On y va, c'est parti. Donc là, on va essayer de ramollir un peu le plastique avec un sèche-cheveux. Pour qu'on puisse mieux le démonter. Alors il faut chauffer un bout de temps pour que ça soit bien chaud. Alors avec un sèche-cheveux, on risque pas de faire de dégâts. De toute façon, la batterie après avoir chauffé avec le sèche-cheveux, il ne faut pas hésiter à chauffer plusieurs fois. On prend un ciseau à bois, un ciseau à bois assez petit et assez coupant, et on vient séparer l'enveloppe extérieure de l'enveloppe intérieure avec un maillet. Voilà. Et on enlève l'enveloppe extérieure de la partie intérieure. Et là, ça devrait sortir. Voilà. Et il faut y aller très 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 doucement parce que c'est du plastique qui est chaud. Il ne faut pas hésiter à chauffer plusieurs fois pour arriver à le décoller correctement. Et surtout à pas le casser en le sortant. Voilà. Il va se décoller et voilà. Donc la batterie est ouverte sans avoir trop cassé de matériel. Alors c'est du cadmium nickel, les tensions sont pas pareilles, il y a beaucoup plus de cellules en série que pour le lithium-ion. Et donc on va essayer de caser nos batteries, nos nouvelles cellules dans cet encombrement. Alors pour pouvoir sortir tous les éléments, il va falloir que je coupe. Alors il y a encore un peu de courant et de tension sur ces batteries. Donc il va falloir que je les coupe l'une après l'autre pour pouvoir les sortir. Je coupe les liens entre les différents éléments. Voilà, l'ensemble est complètement démonté. La batterie contenait 12 cellules en cadmium nickel. Donc chaque cellule fait en tension nominale 1,2 volts. Donc 12 fois 1,2, ça fait 14,4 volts. Donc si je vérifie la tension sur une des cellules, vous voyez, j'ai bien 1,2 volts. Et la cellule qui est HS, elle est là, elle n'a plus rien. Donc 0, on fait ce qu'on veut, il n'y a rien. Donc sur le total des 12 cellules, il y avait une ou deux qui étaient mauvaises. Voilà, pour arriver à insérer mes nouveaux éléments dans la partie basse du boîtier de la batterie, j'ai dû couper les picots de centrage de l'ancienne batterie qui était au fond. Donc après, pour l'assemblage des nouveaux éléments lithium-ion, j'ai acheté un paquet d'écarteurs en plastique. Ces écarteurs permettent de fixer mécaniquement entre elles les différentes cellules lithium-ion.
Donc voilà, ça s'assemble facilement. Donc cet ensemble, on va essayer de placer cet ensemble dans le boîtier. Donc j'avais prévu initialement d'en mettre 8, mais comme vous voyez, il n'y a pas assez de place pour en mettre 8, donc je vais en mettre que 4. J'ai terminé de monter les 4 cellules et je les ai placées de telle façon à pouvoir réaliser facilement les raccordements électriques entre les différents éléments, comme décrit sur le schéma ci-contre. Pour ne pas faire d'erreur, j'ai repéré les polarités de chaque cellule. Voilà. Pour réaliser les liaisons électriques, j'utilise ces bandelettes en nickel que j'ai préalablement découpées avec un simple ciseau. Comment réaliser les liaisons entre cellules? Deux moyens. Le premier moyen, c'est la soudure à l'étain. Alors, ce procédé chauffe les cellules et peut les endommager. Je déconseille donc fortement cette solution. Le deuxième moyen, c'est la soudure par points. J'ai réalisé une soudeuse de ce type il y a quelque temps et je vous ai mis le lien des 2 vidéos qui traitent du sujet. On m'a prêté une soudeuse pour un test, je vais donc l'utiliser pour réaliser mes soudures. On y va. Voilà, on pose la bandelette sur les 2 cellules à relier et on y donne un coup de soudure. Voilà, encore une. Puis de l'autre côté. Voilà, encore une. Voilà, donc la liaison entre les 2 premières cellules a été effectuée. Une fois que la batterie est assemblée, on peut difficilement recharger les cellules de façon individuelle. Il faut donc un chargeur adapté spécifiquement à cette batterie de 4 éléments. On reviendra sur le système de charge un peu plus tard. Alors, après plusieurs charges et décharges, les différences de tension vont commencer à apparaître dans les différentes cellules. Alors, c'est surtout dû à la résistance interne qui est un peu différente sur chaque batterie. Et dans certains cas, on pourrait même dépasser la tension de 4,2 volts. Ce qui aurait pour effet de détruire une ou plusieurs cellules. Si on ne surveille pas ces tensions, on risque de dépasser la valeur maximale autorisée, c'est-à-dire quelque part autour de 4,2 volts par cellule. C'est une des raisons pour laquelle ce type de batterie doit obligatoirement être équipé d'un BMS. BMS veut dire Battery Management System. Le rôle du BMS, c'est d'équilibrer les tensions entre les différentes cellules, éviter la surcharge, ce qui peut détruire les cellules, éviter la décharge profonde, ce qui peut aussi détruire les cellules, et dernière chose, protéger la batterie contre les courts-circuits. Alors c'est un petit circuit électronique qui vient en complément de la batterie lithium-ion. Il y a plusieurs types de BMS. Les plus sophistiqués et les plus chers sont équipés d'un système Bluetooth et peuvent communiquer avec un téléphone de façon à afficher et régler les différents paramètres de fonctionnement de la batterie. Les plus simples, comme celui-ci, sont réduits aux 4 fonctions principales énumérées auparavant. Le câblage est assez simple. Il faut relier les différents étages de la batterie aux points de connexion indiqués sur le circuit. Ces points de connexion sont marqués en tension. Par exemple, le premier point est marqué 16,6 volts. On ne le voit pas bien, mais j'ai agrandi l'écriture pour qu'on le voit un peu mieux. Et ainsi de suite, il faut relier tous les points de la batterie aux différents points. Sur le haut, on a le plus et le moins. Ce sera le départ vers la charge, c'est-à-dire pour moi la perceuse.
Voilà, le câblage du BMS est terminé. J'ai relié les différents points sur la batterie lithium-ion comme indiqué sur le schéma. Attention au court-circuit, quand vous faites ça, la batterie est chargée, donc faut faire un peu attention. Ici, c'est les deux fils qui vont aller vers la perceuse ou la charge, et c'est par là aussi qu'on va recharger la batterie. Voilà. Premier test à vide avec la perceuse. Bon, ça a l'air de marcher. Pour comparer le courant entre l'ancienne et la nouvelle batterie, j'ai rebranché mon ampèremètre avec son shunt en série avec la perceuse. Et là, quand j'appuie, le courant il monte pratiquement à 7 ampères alors qu'avant il était qu'à 5 ampères à vide. Donc ça c'est probablement dû à la tension à pleine charge de la batterie qui est un peu plus élevée que la tension d'une batterie cadmium nickel. Pour en terminer avec les tests, on va refaire l'essai avec la vis de 5x60, un peu identique à l'essai qu'on avait fait au début de cette vidéo. On y va, c'est parti. Donc là, on a vu que le courant est pratiquement monté à 20 ampères. C'est un peu plus que ce que j'avais prévu, mais la batterie semble tenir le choc. Il reste un dernier point à aborder, c'est la recharge de ce type de batterie. Il est indispensable de se procurer un chargeur adapté à la batterie qu'on vient de confectionner. On ne pourra plus utiliser le chargeur cadmium nickel. Ne chargez jamais ce type de batterie avec un chargeur de batterie acide ou autre, ça peut l'endommager. Ou au pire, la faire exploser. J'ai trouvé dans les données techniques de Sony ce graphe qui vous montre les différentes étapes du chargement d'une cellule lithium-ion. Au départ, la tension est basse et le courant est au maximum. Donc le courant est régulé à une valeur qui est de l'ordre de 0,5 C, c'est-à-dire autour de 1,5 ampères, jusqu'à ce que la tension soit remontée autour de 4,2 volts. Une fois que la tension est arrivée à 4,2 volts, c'est elle qui prend le relais sur la régulation. Elle reste constante, le courant chute jusqu'à environ 100 mA et à partir de ce moment, le chargeur coupe le chargement de la batterie. Donc, n'essayez pas de bricoler un tel chargeur, achetez-le, c'est plus sûr. Moi, je me suis procuré un chargeur qui est adapté à ma batterie, qui fournit les 16,8 volts qui correspondent à la tension maximum, et un courant max de 2 ampères. J'ai installé l'ensemble, y compris le BMS, dans sa coque. Ça rentre vraiment au chausse-pied. Il faut porter une attention particulière à l'isolation des différents composants, parce que ça peut provoquer des courts-circuits. Alors, comme indiqué précédemment, j'ai acheté un chargeur spécifique à cette batterie qui est de type 4S. Ce chargeur est équipé d'un connecteur ayant le plus au centre et la masse à l'extérieur. Je me suis procuré la partie femelle de ce connecteur, que voici, et je l'ai installé sur la coque de la batterie en reliant l'ensemble au plus et au moins de la batterie. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, il est ici. Voilà, la batterie modifiée est assemblée. Quand on la compare à une batterie d'origine, on ne voit plus trop la différence. À part le poids, celle d'origine est un peu plus lourde. Il ne me manque plus que quelques points de colle pour solidariser la coque du bas et la coque avec la coque du haut. Et on termine avec un dernier essai à vide avec la perceuse et la batterie modifiée.
Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me faire des likes, de vous abonner à ma chaîne et de me faire des commentaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.